Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcellet et je vous parle présentement de mon salon de Rosemont. Confinement oblige évidemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, on aura donc nos Dérangeants, le fondateur de Math et Mon Monde et de aidersonenfant.com, Carlo Coccaro est avec nous autres. Salut Pat, et pour les auditeurs, là, ton salon de Rosemont tapissé en or partout, on dirait que tu vis dans un palais royal du Moyen-Âge. En tout cas, les gens voient pas ce qu'on voit, mais c'est assez flamboyant. Je suis content que tu l'apprécies, enfin, un amateur d'art. Toi, Carlo, t'es toujours à l'accueil Bono, est-ce que je vois? T'as pas quitté? C'est la coupe de cheveux que j'aurais parlé. Ça s'appelle une maison avec enfants, fait que oui, il y a du désordre. OK. Donc, la voix que vous venez d'entendre dans un premier temps, Alex Manti, le président de Mango Software. Allô, Alex. Salut, Pat. Et la voix féminine que vous avez entendue, c'est celle de Marie-Claude Duquette, qui est présidente du groupe Triton. Allô, Marie-Claude. Salut, Pat. Donc, aujourd'hui, le thème, avant d'y aller avec vos coups de cœur, coups de gueule, juste dire aux gens, le thème, grosso modo, de ce que j'ai compris, c'est il y a souvent plusieurs opportunités qu'un entrepreneur peut saisir. Est-ce que ça fait des entrepreneurs, est-ce que ça fait de vous des opportunistes? Parce que souvent, c'est mal vu, le fameux opportunisme en affaires. On va s'en parler dans quelques instants. Mais pour tout de suite, tiens, allons-y avec les coups de cœur et les coups de gueule. Marie-Claude, je commence avec toi. Ben cette fois-ci, pour la première fois, je vais me faire du self-promo à la Étienne. C'était trop facile. Je suis vraiment fière du travail que j'ai accompli les derniers mois. On va se le dire, ça n'a pas nécessairement été évident. Puis, j'ai sorti une nouvelle offre de service pour vraiment répondre à un besoin qui est le besoin dans le fond, du e-commerce. C'est qu'on fait de l'expérience de unboxing avec les entreprises de Montréal et les environs. Donc, on a vraiment mis sur pied un site web dédié à ça. Puis, dans le fond, je l'ai proposé en plus à des entreprises qui ont dû se revirer de bord, que leur magasin était fermé, qui ont dû se revirer pour faire du commerce en ligne. Puis, je les ai accompagnés dans leur démarche à pouvoir faire vivre l'expérience qu'ils faisaient vivre avant les magasins, maintenant la faire vivre à travers leur boîte de e-commerce qui traverse la porte chez les gens. Fait que je suis vraiment fière de ce qu'on a réussi à sortir. Puis, ça a été un mois, je te dis, c'était une course folle. Ah oui, hein? Ben écoute, tu fais bien de te donner des tapes dans le dos. Bravo à toi. Carlo, coup de cœur, coup de gueule. Oui, ben tu vois, moi, je vais changer la formule aujourd'hui. Je vais appeler ça ma tape dans le dos. Parce qu'une tape dans le dos, c'est un mélange de positif puis d'encouragement à faire plus. Fait que ma tape dans le dos aujourd'hui, c'est pour le monde de l'éducation au Québec. Je m'explique. Principalement l'éducation publique au Québec. Donc, les études montrent qu'on a déjà le système le plus inégalitaire au Canada, malheureusement au Québec, avec le système privé, le public à option puis le public régulier. Ma tape dans le dos, c'est pour le monde de l'éducation, donc les dirigeants, les directions d'école, les enseignants, les professionnels, pour leur dire bravo pour ce que vous avez fait. Ça nécessite beaucoup d'adaptation. Les écoles rouvrent, les écoles ferment, les écoles rouvrent. Maintenant, on fait de l'enseignement à distance. Mais la tape dans le dos, ça prend plus que ça. Au Québec, pour les enfants qui vont dans le système public, au primaire, au secondaire, il n'y a pas beaucoup d'enseignement à distance qui est fait, de vrai enseignement à distance. Il y a des Zooms à gauche et à droite, il y a des appels qui sont faits aux élèves, il y a des Google Classroom qui sont mis en place. Mais beaucoup repose sur les épaules des parents maintenant. Les parents sont en télétravail, les parents essaient de sauver leur entreprise, les parents ont perdu leur emploi, les parents doivent travailler chez IGA ou ailleurs. C'est trop demandé aux parents. Et le système public s'est mal adapté encore. Fait que moi, je donne une tape dans le dos pour dire bravo pour ce que vous avez fait, mais on a besoin de plus que ça encore pour sauver la réussite scolaire de nos jeunes et surtout de nos jeunes ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Pour eux, l'impact est au carré, là. C'est pas deux fois pire, c'est 4 fois pire ce qu'on vit actuellement. Donc, faut pas lâcher puis il faut en faire plus. Mais je prends la balle au bon parce que tu es quand même quelqu'un qui est impliqué dans l'éducation, puis après ça, on ira avec le coup de cœur ou coup de gueule d'Alex. Mais t'as pas l'impression que le système public, là, dont tu as parlé tout à l'heure, est pas un peu pris pour aller au rythme des plus lents, au rythme des moins nantis, au rythme pour pas défavoriser des gens. Il y a du monde qui n'ont pas d'ordinateur. Et bon,
Ouais, ben en fait, il y a plein de défis dans le système public. Il n'y a aucun de ces défis-là qui peut pas être relevé. Et il y a plein de solutions, puis ça passe par former le personnel. Si tu formes pas ton personnel dans ce que c'est l'enseignement à distance, aux élèves à besoins particuliers, tu n'auras jamais de résultats. Si tu n'achètes pas des machines, puis des ordinateurs, puis des connexions Internet, comme l'Ontario a fait, ils ont distribué 20 ou 30 000 iPads connectés à Internet aux familles défavorisées parce qu'ils ont fait un sondage rapidement au mois de mars des besoins des familles, ce qu'on n'a pas fait ici. Si on commence à y penser, on a acheté 15 000 iPads, puis on est en retard dans même cette vision-là de l'enseignement à distance. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux plus grands que dans le système privé. Puis encore là, le système privé, à mon avis, devrait en faire beaucoup plus pour aider les clientèles défavorisées. Mais cela dit, il faut en faire plus. Puis actuellement, on n'est comme pas structuré encore comme il faut pour bien le faire. Alex, donc, coup de cœur ou coup de gueule? Écoute, ça va être un coup de gueule cette semaine envers les propriétaires d'édifices commerciaux qui, notamment le mien, puis je vais le nommer, là, on parle du groupe Dayan ici, qui sont propriétaires de plusieurs édifices sur la rue Chabanel. Nous, on a communiqué avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire en considérant les mesures offertes par le gouvernement fédéral de subvention pour les loyers commerciaux. Et ils nous ont tout simplement répondu qu'eux n'adhéraient pas à cette aide et qu'on devait continuer à payer nos loyers là, comme si de rien n'était. Ce qui est déplorable dans ça, c'est que la députée Mélanie Joly a des locaux dans les bureaux du groupe Dayan. Donc, je me suis fait un plaisir de l'informer que malgré tous les efforts que son gouvernement déployait, notre propriétaire commun ne mettait aucun effort. J'attends de voir le retour là, à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ces coups de cœur et ces coups de gueule-là. Dans quelques instants, restez avec nous autres. On reçoit quelqu'un d'assez coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président du groupe Guzzo, Vincent Guzzo, est avec nous. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Avant de passer à l'entrevue, un mot de notre partenaire Futurpreneur. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. Tu as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens. Tu as aussi entre 18 et 39 ans. Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Alors, tu le sais déjà, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Mais la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur est le seul organisme national, sans but lucratif, à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 $, du mentorat pouvant aller jusqu'à 2 ans, et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprises. De quoi te faire commencer du bon pied. Alors, comme des milliers d'entrepreneurs, fais le choix de bâtir une grande économie canadienne. Pour être connecté à un représentant, contacte info@futurpreneur.ca. Les Dérangeants! Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Il a transformé l'entreprise familiale pour en faire le premier exploitant des cinémas au Québec. C'est un grand philanthrope également. Puis aussi quelqu'un, on va le dire, qui craint pas d'appeler un chat un chat. Vincent Guzzo, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien, mais je vous pose la question. Compte tenu de tout le contexte en ce moment, de la COVID, etc., vous levez-vous la nuit pour faire des cauchemars? Non, je vais te dire, écoute, j'ai pris les 2-3 premières semaines pour vraiment relaxer. Quelqu'un qui m'a dit que j'ai de l'air beaucoup plus jeune maintenant que j'avais de l'air il y a 3 mois parce que je vois que je dors plus. Mais disons que je vais te dire qu'il y a une conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que, tu sais, quand on fait 50 ans, normalement, on commence à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, tu sais, est-ce qu'on continue notre folie, notre course et tout ça, ou bien est-ce qu'on commence à prendre ça tranquille? Ben, je peux te dire qu'après 2 mois, là, je suis pas prête pour la retraite pantoute, là, puis il faut recommencer à travailler, là, parce que je commence à être tanné à la maison, là. Mais là, concrètement, Vincent, c'est quoi l'impact? On comprend que les cinémas sont fermés, puis toutes vos salles sont dans la grande région de Montréal. Concrètement, là, tu perds combien d'argent à chaque jour? Moi, j'ai un burn rate de 500 000 $ par mois présentement. Okay. Et donc, ça, c'est en prenant en compte que je paye toutes mes obligations financières à l'exception des loyers parce que j'ai une clause force majeure hors de mon contrôle dans mes baux. Donc, j'ai pas à payer mes baux présentement là, dans les 5 cinémas que j'ai en location. Là, mais le reste, je paye toutes mes obligations. Puis on continue. Puis est-ce que tu es proche de la faillite? Est-ce que, tu sais, dans le sens où non. 500 000 par mois? Non, mais 500 000 par mois, c'est beaucoup d'argent. Auras-tu besoin de vendre tes voitures sport prochainement, là? Non, je vends pas de voitures sport, je fais rien. La seule chose qu'on fait, bien sûr, c'est qu'on essaye d'être
responsable, dans le sens que si on était mettons, en rénovation de certaines choses ou en achat de certains logiciels, tout ça, ben là, on a mis un frein à ça le temps qu'une entrée, là. Mais nous, on est... vous savez, le secret, en tant qu'entrepreneur, je dis ça souvent à du monde, je dis, faut avoir, malheureusement, faut avoir un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires annuel dans un compte de banque en train de rien faire pour toi là-bas. Parce que si jamais il y a des imprévus, tu es capable de subvenir à ces besoins-là. Vincent, quand je vois, là, on a vu qu'il y a un film québécois sur Netflix, 21 millions de visionnements, etc. Les habitudes des gens vont peut-être changer aussi en confinement. Est-ce que ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur, je vais te dire pourquoi. Parce que, justement, tu sais, il y a, comment je pourrais dire, il y a des rumeurs que Amazon est en train d'acheter ou est en négociation pour acheter AMC, qui est le plus grand exploitant de salles au monde. Et je peux te garantir que le message que ça l'envoie, c'est de dire que quand quelqu'un qui a 100% online décide d'aller acheter du brick and mortar pour 5-6 milliards de dollars, là, ça change rien qu'est-ce qu'ils valent, là, mais c'est de la grosse argent. Ça veut dire qu'eux aussi comprennent qu'il va y avoir un gros engouement du retour au cinéma, comme est arrivé en passant dans les années 70, après qu'on a eu le Hong Kong flu dans l'année en 68-69, il y a eu un gros retour au cinéma. Moi, je te dirais que ce confinement-là, au lieu d'habituer le monde à rester à la maison, parce que ça a duré aussi longtemps que ça, on le voit, le monde va littéralement exploser et dire, écoute, nous, on veut vivre notre vie au maximum. Il va y avoir des germophobes, ça, c'est sûr. Mais ces personnes-là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui les a créés, c'est pas moi qui les a voulu, mais ça va être qu'est-ce que ça va être. Mais je pense qu'il y a déjà dans les trades, dans les nouvelles, dans les magazines des trades qui parlent que les gars de streaming sont déjà en train de dire à leurs actionnaires, pensez-vous pas que ça va continuer comme ça, là? Il va y avoir une baisse, il va y avoir une réaction négative contre le stay at home, là. Parce que le monde va dire, écoute, c'est pas vrai, là, que je vais rester confiné comme ça. Et d'un autre volet, je pense que le monde a commencé maintenant plus clairement à faire le lien entre TVA télé, Radio-Canada télé, Netflix télé, Amazon télé. Donc, c'est de la télé, là. C'est pas du cinéma, là. C'est des films qu'on voit, mais c'est pas du cinéma. Du cinéma, c'est du 40 pieds, des écrans de 50 pieds, 60 pieds, là. Tu sais, c'est ça, du cinéma. Mais parlant de cinéma, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir à Hollywood présentement? Là, tout est tombé mort. Vous parlez de réouverture de cinéma. Là, on voit que James Bond est reporté au mois de novembre. Comment est-ce que vous entrevoyez le futur là, dans la prochaine année dans le monde du cinéma? Donc, le problème qu'il y a présentement, c'est qu'on a repoussé tous les films. Okay? Donc, tous les films de avril, mai, juin, les films qui valaient la peine là, d'être repoussés, ils ont tous été repoussés. Ceux qui valaient pas la peine, ils ont été mis sur streaming. Là. Moi, j'ai vu Scooby, là, puis disons que je suis chanceux que j'ai pas présenté ce film-là, j'allais avoir une coupe de plainte. Trolls 2, c'est la même chose. Mes enfants, là, ils ont pas été emballés là de ça. Donc, c'est sûr que la perception qu'on a, c'est que si on produit pas de film, il y aura pas de film pour le cinéma. Mais la vérité, c'est qu'il y a des films de produits sur des tablettes qu'on attend la bonne date. Parce que, tu sais, il y a X nombre de bonnes dates, disons, dans le cinéma. Et donc, quand on a une année comme 2020 qui devait être pleine de gros succès, il y a des films comme Avatar qui ont été repoussés au mois de juin 2021. Est-ce que maintenant, certains films de 2020 ont été repoussés à 2021? Est-ce que ces films-là vont repousser d'autres films de 2021? Donc, c'est pas comme l'inventaire est produit à la minute, là, tu sais, au contraire, c'est des productions des fois qui sont déjà prêtes, puis on a du re-editing, on fait du client survey, puis on fait plein de petites affaires comme ça qui peut retarder un film. Mais comme je te dis, il va pas avoir un problème de gros films. Les gros films à budget vont être là. Moi, je te dirais que qu'est-ce qui va arriver pour le mois de juillet ou septembre, octobre, novembre, décembre? Ben, t'as des films comme exemple, James Bond. C'était au mois d'avril. Là, il est au mois de novembre. Mais il y avait déjà d'autres films au mois de novembre. Ça veut dire que là, en plus d'avoir les films qu'on avait au mois de novembre, ben là, on va avoir James Bond. Donc, on va avoir 5-6 mois plus plein, plus rempli, plus de raisons d'aller au cinéma à chaque semaine au lieu d'à chaque 2 semaines, mettons. Dans le fond, vous n'aurez pas
plus de visionnement. Ça va être compacté, là, votre Exactement, saison. exactement. Donc, tu auras plus de double A, des films double A dans une plus petite période de temps. Et par conséquent, ça va faciliter, disons, le repeat business, là, le retour à chaque semaine au lieu de dire, bon, il y a juste un bon film. Tu sais, mettons, quand Avatar Endgame est sorti, t'avais pas de film pendant 3 semaines après, là. Tu sais, t'avais pas de film qui valait la peine de dire pourquoi. Parce que les autres disaient, le film va se faire écraser par Avengers, donc on va s'éloigner. Présentement, tout le monde, un après un, tu sais, comme exemple, là, on parle que Wonder Woman était le 14 août. Là, on parle de le déplacer au 2 octobre, qui se trouve à être la fin de semaine de l'Action de grâce canadienne. Pour moi, c'est parfait. C'est la nouvelle date qu'on veut ouvrir le cinéma à Saint-Jean. Mais normalement, cette semaine-là, au mois d'octobre, c'est pas une grosse semaine. Tu sais, il n'y a jamais de gros films parce que c'est un événement canadien. Puis c'est les Américains, eux autres, disons qu'ils vont sortir à l'Action de grâce américaine et pas canadienne. Mais dans ce cas ici, puisqu'ils sont tellement serrés avec les dates déjà prises, cette date-là devient disponible, ils la prennent. Tu sais, donc, on va avoir un gros film cette fin de semaine-là. Je suis un peu surpris, Vincent, de voir à quel point tu es proche du produit que tu présentes. C'est-à-dire que tu connais les dates une après l'autre des sorties des films, etc., alors que ça pourrait être des programmateurs qui s'occupent de ça. Tu as l'air à contrôler beaucoup de ce qui se passe dans tes entreprises. Alors, quand ça vient au cinéma, quand ça vient à ma compagnie de cinéma puis à ma compagnie de construction, t'as raison. Je suis comme le chef cuisinier propriétaire du cinéma. Je fais la bouffe, je dis salut au monde, je fais tout. Là. Dans le sens, je suis hands-on et puis c'est une des raisons du succès de Cinéma Guzzo et de notre division de construction, c'est parce que c'est plus facile à stimuler l'équipe quand je suis de première personne là. Quand ça vient à mes autres investissements, je suis un petit peu plus investisseur mentor au lieu de day-to-day opérateur. Mais au niveau des salles de cinéma, c'est sûr, tu sais, comme est-ce qu'on met 2 stations de Purell? Est-ce qu'on met une station de Purell? Est-ce qu'on met des diffuseurs d'air? Est-ce qu'on les met en masque? Est-ce qu'on met des visières? C'est sûr que cette discussion-là, elle se passe avec moi sur une base littéralement régulière. Là. Ça, c'est sûr. Ah ouais, OK. Ah, ouais. Comment tu fais, Vincent, pour gérer la gestion? Parce qu'au Québec, on a fermé donc les industries pendant près de 2 mois. Il y a une réouverture en date du 25 mai. Pour ce qui est des cinémas, des restaurants, c'est des industries qui vont probablement changer à plus long terme. Ça va prendre du temps avant qu'il y ait une réouverture à 100%. Comment tu fais pour concilier le citoyen en toi qui veut protéger son monde comme tout le monde et l'entrepreneur qui a besoin d'avoir une réouverture la plus rapide possible pour avoir du monde dans son commerce? Est-ce que c'est difficile pour toi ou tu let go facilement? Non, parce que je pense parce qu'il faut se rappeler, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui réalise que sa clientèle est primaire. Ses employés sont primaires. Tu sais, je disais toujours, si tu veux t'assurer que ta clientèle est bien traitée, traite tes employés bien. Parce que c'est eux, dans le fin fond, qui vont traiter ta clientèle, pas toi. Moi, je peux pas être dans 10 cinémas, là. Donc, c'est sûr que moi, je dois avant, comment je pourrais dire, inspirer et appuyer mes employés. Eux, après, cette joie de vivre ou cette joie de succès est transmise à travers eux vers mes clients. C'est évident qu'à court terme, nous, on le sait là qu'on va opérer à 50%. Mais, tu sais, un cinéma, c'est très rare qu'il opère à 100%, d'une manière ou une autre. Tu sais, la fréquentation moyenne d'une salle de cinéma, elle est à peu près en moyenne à 40%. Ça voudrait dire que c'est vrai, quand on est à Noël, la salle est pleine. Mais le reste de l'année, elle est moins pleine. Et donc, par conséquence, quand on a proposé le 50% au gouvernement, c'est parce qu'on le savait qu'on pouvait faire ça tout en ayant une réalité économique qui marchait. L'autre chose, c'est qu'il faut se rappeler, quand tu veux être un entrepreneur qui est pas caché dans son sous-sol à écrire des logiciels, puis que un bon jour tu deviens milliardaire, mais que t'es un gars au front là, dans les lignes de terrain, là, t'as pas le choix d'être proche du monde et d'apprécier leurs préoccupations et de répondre à leurs préoccupations. T'sais, quand on avait fait les cinémas Guzzo au début avec les bancs et tout ça, on répondait à une demande qui était le confort, on voulait du bon son, un bel écran, mais qu'est-ce qu'on s'attendait pas dans les salles de cinéma, c'était le confort. Ça, c'était comme
on était habitué au Théâtre Saint-Denis où moi qui est 5 et 7, mes genoux touchaient la rangée en avant. C'est sûr que maintenant, avec 48 pouces d'espace entre les rangées, ben là, on est vraiment confortable et tout ça. Donc, c'est ces affaires-là. Et une fois que t'es comment je pourrais dire, des fois, je me fais critiquer par mon monde à l'interne ou même des fois mes conseillers au niveau politique qui dire « Pourquoi tu réponds au monde sur les médias sociaux? » Ben, c'est parce que je suis un gars de monde. Moi, quand un gars, il dit une connerie, moi, je dis « Écoute, c'est une connerie que tu viens de dire, le grand. Là, t'as pas fait là, ton calcul comme du monde. Tu sais pas de quoi tu parles, là, tu sais. » De la même manière, exemple, on parle souvent de COVID ces temps-ci, puis on parle que la science parle. Écoute, il n'y a pas de science présentement, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est de la devinette, là. On est en train de faire des prévisions, puis avec des statistiques, on est en train d'essayer de déterminer qu'est-ce qui va être. Mais la vraie science, là, présentement, le monde doit réaliser, un gars comme Arruda, présentement... T'en penses quoi de Horacio Arruda, François Legault, de comment il gère ça? Moi, je te dis, regarde, Legault, je pense qu'il est en train de faire en bon québécois, une crise de bonne job. Je pense que il est dans une position très compliquée. Je pense que comme ex-homme d'affaires, il comprend la réalité économique, il comprend le problème de santé publique. Et je pense que quelque part là-dedans, il faut réconcilier que c'est bien beau la santé physique, mais reste le fait qu'il y a deux éléments qui ont un gros impact sur la santé physique, c'est la santé mentale. Puis la situation précaire économique de quelqu'un, ça joue beaucoup sur le psychologique. Puis le psychologique, c'est comme un gars qui est en dépression, c'est pas nécessairement juste mental son problème, là, ça devient physique aussi. Donc, faut réconcilier les deux. Quand ça vient en Arruda, je dois te dire, tu sais, moi, j'aime pas le monde qui prenne un malin plaisir à pas nous divulguer tout parce qu'ils pensent qu'on n'est pas assez intelligent pour le comprendre et que donc crée une atmosphère de peur ou d'exagération. Et l'exemple concret que je vais te donner, c'est le masque, là. Tout le monde le savait que le masque allait pas te garantir 100% de protection. Mais on savait que ça allait aider. Que ça soit à 50, à 75, à 80, ça change rien. Ça allait aider. Le fait que quelqu'un me dit non, le masque, c'est pas bon, puis 6 semaines plus tard me dit ben, tu sais, non, c'est correct, le masque, c'est bon, mais c'est parce que, tu sais, je voulais pas que vous preniez les choses à la légère, donc j'ai comme exagéré les choses, puis j'ai minimisé le côté positif du masque pour essayer que vous m'écoutiez. Ben, écoute, tu sais, ça, normalement, là, c'est une tactique que les mères utilisent avec les ados, tu sais, puis les pères utilisent avec les ados. Ben, je m'excuse, là, moi, je suis pas l'ado à Arruda. Puis j'aurais apprécié de me dire la vérité dès le début. Pas parce que je le savais pas. Moi, la vérité, là, je l'avais déjà lu. Écoute, je suis un gars un philanthrope qui donne beaucoup d'argent en santé mentale. Je suis le premier qui a dit, quand j'ai fait mon commentaire, tu sais, on peut se saouler, on peut se geler avec du pot, mais on n'a pas le droit d'aller au cinéma. Ça a pris 3 jours que le gars avait le problème avec les ados, qu'on savait pas quoi faire avec. C'était ça un petit peu mon commentaire. C'était, hey, les gars, vous avez pensé aux adultes, vous avez pas pensé aux ados, là. Comment vous allez les gérer si vous les enfermez dans une chambre puis vous les faites paniquer, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'eux autres, l'ado, lui, c'est dans la définition d'un ado. C'est un rebelle sans cause. Donc, donne-y pas maintenant une raison de plus pour faire la rébellion. Donc, moi, je vais te dire, moi, Arruda, il m'a déçu. Puis après, tu sais, j'ai fait mon commentaire aussi tout récemment quand j'ai vu son fameux vidéo de rap, là. Moi, je m'excuse, là. Il n'y a aucun directeur de santé publique au monde qui a fait une niaiserie comme ça, là. Puis ça, là, c'est bien beau me dire, ouais, mais il a fait le mea culpa. Ouais, mais ça change quoi qu'il a fait le mea culpa, là? J'ai pas compris. Je vais exagérer, là, puis je pense qu'il y a des femmes qui vont pas m'aimer quand je dis ça, mais tu sais, j'ai dit à du monde, tu sais, la crédibilité, là, c'est comme la virginité. Une fois que tu l'as perdu, là, c'est presque impossible de la revoir. Et c'est ça qu'Arruda doit comprendre, c'est que, tu sais, moi, c'est dur pour un gars comme moi de faire confiance à un gars comme lui quand je me dis toujours, ben là, c'est un autre mensonge qui va me dire dans 6 semaines, mais tu sais, je t'ai menti parce que de ça. Parce que on le voit, là, j'ai dit déjà à diverses personnes du gouvernement quand j'ai eu la chance d'y parler, j'ai dit,
assurons-nous que le 2 mètres là, de distanciation, c'est un 2 mètres réel et c'est pas un 2 mètres italien. Parce qu'un 2 mètres italien, c'est, on va dire 2 mètres parce qu'on le sait qu'on a besoin juste d'1 mètre, mais on va exagérer qu'on veut 2 mètres. Ouais. Parce qu'en France, puis en Europe, c'est 1 mètre. La distanciation. Donc, pourquoi ici, c'est 2? Ouais. Donc, c'est des affaires comme ça qu'Arruda va devoir, malheureusement, se racheter. Puis c'est compliqué de se racheter. C'est vrai, mais la virginité, là, c'est autant pour les gars que pour les femmes. Hein? Moi aussi, ma virginité, je peux pas la revoir. Là. Ah ouais, non, mais c'est parce que nous, on peut jouer. Nous, c'est plus facile de mentir. C'est vrai. Nous, on peut dire, attends un peu, moi, j'ai une question, là. Question importante, là. Moi, j'ai entendu un paquet de monde chialer sur les mesures fédérales qui disent que les jeunes ne voudront pas venir travailler. Votre staff, c'est 90% des jeunes. Ouais. Êtes-vous inquiet? Donc, je vais te dire, au début, l'annonce que Trudeau avait faite, c'est vrai que ça aurait créé un problème. Qui était, restez à la maison, puis on vous donne 500$ par semaine, puis vous en faites pas. Là, il a changé un petit peu la donne, parce que là, il a dit, mais vous pouvez faire jusqu'à 1 000$ par mois, tout en recevant votre 2 000$. Ça veut dire que là, tu sais, un employé moyen chez nous, durant l'année scolaire, disons, fait à peu près 120$ par semaine. Durant l'été, va aller jusqu'à 200, 225. Ça voudrait dire que mon personnel pourrait revenir travailler tout en ayant leur 2 000$ par mois. Donc, ça, c'est, comment je pourrais dire, que le gouvernement libéral fédéral veut s'acheter les prochaines élections, c'est correct, il a le droit. Mais c'est vrai que le monde, là, peuvent revenir au travail. Puis je pense que les jeunes sont, au moins les jeunes que nous, on a contactés dans notre personnel à nous, je te dirais, la grande majorité ont compris qu'ils peuvent revenir travailler, faire leur, disons, 800 à 1000$ par mois, tout en ayant le 2000, ben, c'est un bon payday, là. C'est correct, ça. Ils sont contents. C'est une job que votre personnel a dû à faire, là. Éduquer les jeunes, dire, hey, tu peux revenir travailler, là. Oui, c'est ça, mais ça, c'est notre travail à nous. Ça a toujours été notre travail d'y expliquer, et tout ça, là. Tu sais, c'est sûr que, et notre travail aussi, c'est de leur expliquer, tu sais, les nouvelles consignes qu'on veut avoir, tu sais, avec des visières. Pourquoi on les met en visière, pas en masse? Parce que c'est pas l'urgence d'un hôpital, puis on veut pas qu'il y ait de l'air comme si, le client ait de l'air comme s'il rentre dans un lieu plein de pandémies, plein de problèmes. Donc, avec une visière, l'employé est protégé. Il protège le personnel, la clientèle aussi. On va tester nos employés avant de venir travailler leur corps de travail, dans le sens tester au niveau de la fièvre, des affaires comme ça. S'ils sont malades, ils vont être envoyés à la maison. Et puisque les nouveaux règlements provinciaux donnent 2-3 jours de congés payés pour maladie, ben au moins ils seront aussi payés. Il n'y a pas de problème. On est là, on n'est pas là pour avoir du monde malade travailler, puis on n'est pas là pour non plus mettre à risque notre personnel avant tout et notre clientèle après. On a beaucoup parlé de COVID, Vincent. Je veux qu'on parle de toi un peu aussi, un peu plus. On t'entend depuis tout à l'heure, tu es quelqu'un de sanguin, tu es quelqu'un d'émotif beaucoup. Quand tu es en affaires, quand tu es sur un deal, quand tu es en négociation, ce côté-là émotif, ce côté-là sanguin, faut-tu que tu le mettes de côté ou si au contraire, ça t'aide? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je te dis que si c'est pour convaincre quelqu'un de mon projet, cette passion-là est positive. Mais il faut faire attention. Hein, et je vais te donner un bon exemple. En 1998, quand j'ai fait mes premières conférences de presse où j'ai dénoncé Cineplex Odéon et dans le temps Famous Players pour Monopole puis tout ça, j'avais des vestons orange, j'avais des vestons jaunes, j'avais des vestons rouges. Et donc, ça faisait très cinéma. Et le monde pensait que ça faisait partie de ma personnalité. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis un gars j'aime dire que 50 Shades of Grey, c'était Guzzo, là, tu sais. Donc, moi, je suis un gars qui porte beaucoup le gris. Le veston bleu, c'est mon uniforme. Je suis quelqu'un de très sobre. Les gens, ils se disent juste Vincent Guzzo, 50 Shades of Grey. Là, c'est tout ce qu'ils vont retenir. Exactement. C'est correct. C'est correct parce que dans le 50 Shades de Grey, il y a l'ultra-conservateur, puis il y a l'ultra-libéral, puis ça va d'un côté à l'autre, puis ça dépend qu'est-ce que j'ai de besoin pour conclure le deal. Si j'ai de besoin de m'asseoir avec, exemple, des propriétaires immobiliers ultra orthodoxes juifs
et puis parler d'une manière très sobre qui les rassure, ben c'est ça qui va sortir, puis c'est ça mon côté vendeur là. Mais c'est sûr que si dans une négociation, tu penses que tu vas utiliser un certain volet de bullying, mettons, pour essayer de m'intimider dans le processus, ben là tu vas avoir un bulldog qui mord puis arrête pas jusqu'à quand c'est fini là. Je suis pas le gars le plus gentil au monde dans des négociations, mais je suis un gars très fair. Vraiment fair? Oui, non, je suis très fair en affaires. Non, écoute, je suis pas. Et je te donne un exemple. Nonobstant que dans mon bail, c'est marqué que j'ai pas à payer de loyer dans le cas de force majeure hors de mon contrôle. Et quelqu'un essaie de me niaiser, me dit, oui, mais le COVID-19, nos avocats disent que c'est pas une force majeure. Non, t'as raison. C'est la prohibition d'opérer par le gouvernement qui est la force majeure en passant. C'est pas le COVID comme tel. Ouais. J'ai quand même été assez honnête et dire, écoutez, les gars, mettons qu'on est fermé pour 3 mois, mais vous prendrez ce 3 mois-là, puis vous rajouterez en extension de bail à la fin du bail. Comme ça, vous aurez quand même 20 ans, 30 ans ou 40 ans de bail sans que vous perdez. Donc, sur le long run ou sur la totalité du bail, vous aurez quand même le même rendement, sauf qu'on va faire semblant qu'il y a 3 mois qui ont disparu de notre vie. Et tout ça. Donc, ça, là, moi, je l'ai offert en guise de bonne foi, puis en guise de... puisque je suis aussi bailleur dans certaines propriétés, et c'est ça que certains de mes locataires m'ont offert, puis j'ai trouvé ça honnête et fair, j'ai pensé répéter la même honnêteté et la même fairness à d'autres. Maintenant, comme je te dis, moi, qu'est-ce que je fais pas? Et des fois où je peux passer pour quelqu'un qui est pas fair, c'est... Moi, je sais faire les calculs pour ma business. Moi, je fais le calcul pour mon business plan. Moi, quelqu'un qui veut me charger un loyer basé sur qu'est-ce qu'il pense que je vais faire comme argent et donc je devrais payer ça parce que sinon je vais faire trop d'argent, là. Moi, ce monde-là, je fais pas affaire avec eux. Il y a des bailleurs que, exemple, veulent avoir mon chiffre d'affaires. Ah oui? Dans le deal. Puis moi, je dis non, c'est pas de tes affaires. Moi, ta propriété, tu l'as payé tant, à beau temps, je te paye ton rendement de 8% sur ta propriété. C'est tout, là. Le fait que moi, sur une propriété, je fais 1 million de plus ou 1 million de moins, c'est pas de tes affaires, premièrement. Deuxièmement, le plus gros problème, c'est que il y a déjà assez de partners dans l'industrie du cinéma. Tu sais, à chaque personne qu'on vend un billet, on a des rendements à payer en TPS, TVQ, on a des rendements à payer aux Américains ou bien aux distributeurs québécois. Donc, mettre un autre partner dans le mix, là, c'est compliquer les choses. Mais c'est sûr là que je suis le premier à dénoncer certaines injustices. Donc, c'est l'incompétence, mettons, de la gestion répétée dans la ville de Montréal, puis qu'on paye 4 fois plus de taxes foncières à Montréal que je paye à Terrebonne ou à Pont-Viau. C'est sûr que nos cinémas, quand on parle à un propriétaire immobilier à Montréal, on lui dit, je peux pas te payer le loyer que tu penses être la juste valeur marchande parce que les taxes foncières ne sont pas juste valeur marchande. Ils sont 4 fois trop élevés. Et donc, à la fin de la journée, moi, il faut que je fasse un ensemble de tout ça, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'on est dur en négociation, mais je pense écoute, je te donne un exemple. J'avais un cinéma au Carrefour L'Angelier. C'était le pire deal qui a jamais été fait. J'ai payé 1 million de dollars de loyer par année pendant 20 ans. J'ai jamais manqué un paiement. Et quand j'ai fait le dernier paiement, j'ai eu le plaisir d'y remettre les clés avec le dernier chèque puis dire, je suis sorti d'ici, je veux rien savoir de toi. Mais j'étais enduré pendant 20 ans. Puis je me suis pas plaint, puis j'ai pas essayé de faire une faillite camouflée comme sont en train de faire beaucoup de détaillants là, juste pour sortir de certains mauvais bouts. Vincent Goudzou, je t'annonce que tu as officiellement le record de l'entrevue la plus longue dans Les Dérangeants. C'est parfait! Un immense merci pour ta générosité. Merci vraiment. à vous autres, les gars. Puis merci, continuez Vincent, le bon travail. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Avant de passer au débat, un mot de notre partenaire Groupe RP. Je vous ai déjà dit mon coup de cœur, mais j'en ai un deuxième. Je le donnerai au Groupe RP. C'est des chasseurs de tête qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. S'il vous manque une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont fait déjà avec plus de 2000 PME. Allez voir leur site grouperp.ca. Les Dérangeants!
les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Juste avant d'aborder le débat, évidemment, ça change pas. On a la question dérangeante et je vous la pose à vous trois. Aujourd'hui, évidemment, personne ne va tomber en bas de sa chaise, là, mais ça risque de faire mal pareil. On va se parler un peu de COVID. Dans un an, à votre avis, quel bilan les médias vont-ils faire de la COVID-19 au Québec? C'est-à-dire que, en d'autres mots, là, pensez-vous que les pertes économiques vont être comparées aux pertes humaines? Que ça se fait comparer ça? Je vous écoute. C'est une question qui est pas facile, Pat. Moi, je pense qu'on a, à un moment donné, surtout au début, là, autour du mois de mars, on a généralement surestimé la perte humaine qu'aurait le COVID. On parlait juste aux États-Unis de 1,5 million de morts. En ce moment, on est à 300-400 000 dans le monde, ce qui est très, très grand. Par contre, ma crainte, c'est que les médias vont être injustes envers les gouvernements lors des prochaines élections. C'est-à-dire, on va parler de à quel point, en ce moment, on dépense là sans réfléchir, le pays s'endette. Tout le monde est bien content de recevoir leur petit chèque à tous les mois, etc. Mais quand va venir le temps de faire les bilans, je suis pas certain qu'on va se rappeler que tout le monde était bien heureux de recevoir cette aide-là à ce moment-là. On va pas dire que le gouvernement a dépensé sans réfléchir. Claude, t'en penses quoi? Moi, je pense que les gens vont voir ça en arrière puis ils vont critiquer énormément comment ça s'est passé aujourd'hui. Parce que si on aurait la boule de cristal, on gérait. Mais je pense que les critiques vont être vraiment dures. Mais j'ai l'impression que d'un point de vue économique, ça va pas juste... L'année prochaine, ils vont continuer à dire aujourd'hui, ça continue. Fait que j'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être parler d'un bilan dans 2-3 ans au niveau de l'économie, là. Mais la grosse mode, c'est de dire souvent, une seule perte humaine est inestimable. Ouais. Est-ce que ça se fait, Carlo, on pense aux médias, je passe à ma question du début, là. Est-ce que ça se fait de dire, hey, tabarnouche, un instant, là. Je comprends le nombre de pertes humaines, mais à comparer aux pertes économiques, ça tient pas la route. Ça se fait-tu de dire ça? J'ai écrit un post Facebook là-dessus la semaine passée sur notre capacité à gérer le risque dans nos sociétés occidentales. Actuellement, on n'est pas capable de gérer le risque. On est toujours dans le moindre risque ou d'amener le risque à zéro, ce qui est intenable. Le coût marginal du risque zéro est tellement élevé. Et là, on est dans une situation de pandémie où le risque zéro n'existe pas. Au contraire, là, il faut revenir à une gestion d'avoir un équilibre entre les décès, parce qu'il va en avoir, et entre une vie économique et une vie sociale qui cause pas trop de décès non plus, parce qu'on le sait, si on est en faillite économique, il y a aussi des conséquences négatives à ça. Donc, nos gouvernements, pour la première fois depuis probablement la Deuxième Guerre, sont dans cette fine ligne-là, et c'est pas simple. Puis pour répondre à la question directement, je pense que dans un an, il n'y aura pas de bilan encore. La COVID va être avec nous pour les 18 à 24 prochains mois, fort probablement. Je pense qu'au Québec, on va faire un bilan qu'on a déjà commencé à faire avec les CHSLD puis comment on traite nos aînés. Parce que si c'était pas de la situation dans les CHSLD, on aurait un bilan très, très enviable au Québec au niveau des décès, entre autres, et de la gestion en général du système de santé. Puis finalement, l'autre impact, c'est on a une vision très court terme généralement. Donc, on comprend pas encore, on n'a pas du tout les impacts économiques actuels. On est en récession, on le sent pas trop. On a investi au Canada peut-être 115 milliards de plus. On le sent pas maintenant. Les choix sociaux liés à ces investissements économiques-là, je dis pas qu'ils sont pas nécessaires, mais on va les vivre pendant les 10 à 15 prochaines années. Et là, on va critiquer nos gouvernements, à tort ou à raison, de dire non, on veut des investissements en santé, on veut des investissements en éducation, on veut réparer les routes. Mais dans les faits, on est encore en train de payer ce qui est investi aujourd'hui pour sauver des emplois, sauver des entreprises, sauver des systèmes de santé. Mais le bilan, ça va prendre du temps. Mais Carlo, il n'y a pas un danger là-dedans qu'on dise à un moment donné, dans quelques années, on a sacré à terre l'économie du Québec pour sauver des gens qui, à toute fin pratique, arrivaient en fin de vie, parce que les gens qui décèdent et qu'il fallait protéger, c'est les gens qui étaient à, mettons, 80-90 ans, là. Tu sais, une question plate, mais ça se peut que les gens se posent cette question-là. Elle se pose, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est dans le fond, je disais ça aussi dans mes réflexions avec mes proches, c'est tout ce qu'on fait, on le fait pour protéger les personnes à risque. C'est même pas, tu sais, la grippe espagnole dans les années 18, tuait une personne sur 2 ou une personne sur 3 qui était 10 ans, 15 ans ou 55 ans, t'allais mourir, il y avait une chance sur 3 de mourir. La COVID, c'est les gens à risque, les gens qui ont un système immunitaire affaibli pour X raisons, donc souvent les aînés, mais si tu as 50 ans puis que tu es immunosupprimé, tu es à risque aussi. Tout ce qu'on fait comme société, c'est pour protéger ces gens-là. Moi, je trouve ça beau. Après ça, oui, il faut gérer les impacts de ces décisions-là, puis c'est pas simple pour les gouvernements. Puis la réouverture, on le voit, c'est vraiment pas simple pour les gouvernements non plus. Je suis d'accord. Oui, il y a des risques.
Mais je trouve ça beau malgré tout qu'on fasse tout ça pour protéger les gens vulnérables. Question dérangeante qui fait réagir. Merci beaucoup à vous trois. On est prêts pour le débat? On est prêts! Tout le monde est prêt pour le débat et j'aime ça aujourd'hui. Je veux vous avertir dans un premier temps de ce que j'ai constaté en lisant vos recherches, c'est que on va avoir quelqu'un qui va jouer le rôle du méchant, il y a quelqu'un qui va jouer le rôle du gentil et quelqu'un qui, au centre, va jouer le rôle du médiateur jusqu'à un certain point. Il y a eu plusieurs opportunités à saisir, entre autres à cause de la COVID, puis bon, de toute cette pandémie-là. Est-ce que saisir une opportunité, ça fait de nous un opportuniste, ça fait d'un entrepreneur un opportuniste, ce qui est souvent mal vu d'ailleurs ici au Québec, le mot opportuniste. Et je vous pose en sous-question, est-ce qu'on peut profiter du malheur des autres en temps de pandémie pour se créer une opportunité? Je commence avec toi, Alex Mency. Écoute, moi là, je vais le dire d'entrée de jeu, puis un jour ça va me revenir sur la tête, mais c'est pas grave. Moi, je suis dans une industrie où recruter, c'est très difficile. En ce moment, nous, on est chanceux, on signe des contrats chaque semaine, puis on est en embauche. Malheureusement, mes compétiteurs, ils ont de la misère. Et il y a beaucoup de gens sur le chômage. Qu'est-ce qu'on fait? On embauche leur talent. Je suis très opportuniste, mais c'est une opportunité que je me dois de saisir. Si je ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis dans 3 mois, il n'y a personne qui va s'en souvenir. Moi, je pense que quand il y a une opportunité, il faut absolument la saisir. Faut pas hésiter. Puis, oui, ça peut être opportuniste, mais c'est de la business, là. Donc, toi, présentement, ce que je comprends, Alex, là, c'est que tu le dis sans gêne, tu profites du malheur de tes compétiteurs pour aller chercher les meilleurs talents. C'est un peu ça. Meilleurs talents, puis certains clients aussi, malheureusement, oui. OK. Puis, à l'inverse, je suis certain qu'ils auraient fait la même chose. OK. Carlo, ton branding est plus social jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que tu penses des actions d'un gars comme Alex en ce moment? C'est drôle, hein, parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat, globalement, c'est comme un jeu. Puis, mettons qu'on compare ça au Monopoly. Ce qu'Alex fait, recruter du monde, servir des clients, c'est ça l'entrepreneuriat. J'ai aucun problème avec ça. La différence pour moi entre opportunité et opportuniste, opportunité, c'est des occasions à saisir. C'est ça la job d'être entrepreneur, saisir des opportunités. L'opportunisme, c'est de le faire à son propre profit, ce qui est pas toujours mal, évidemment, mais quand tu le fais au détriment, quand tu nuis à la santé des individus, quand tu exploites une cause qui devrait pas être exploitée, là, c'est un gros problème. Fait qu'on a vu des cas de gens qui allaient acheter du Purel en rabais puis qui le revendent, donc ils créent une pénurie et leur vendent 10 fois le prix. Ça, c'est mauvais. C'est dégueulasse même. Tu fais pas ça comme entrepreneur, à moins de pas avoir les valeurs à bonne place. Moi, j'ai des gros problèmes avec ça, évidemment, mais je pense que mes collègues sont sur la même position par rapport à ça. Ouais, là, tu parles de crosseur. Mais exemple, tu vas chez IGA, puis en ce moment, l'épicerie coûte plus cher. Moi, j'ai remarqué que ça coûte plus cher. Bon. Il y en a qui disent, bon, c'est bien, ils profitent du COVID. Les gens mangent pas plus, mangent pas moins parce qu'il y a le COVID. Là. Les gens, ils dépensent moins au restaurant, ils dépensent à l'épicerie. Ça revient au même. Par contre, les plexiglas qu'ils ont posés, les visières, le staff de plus pour nettoyer, ça se paye, là, ça. Marc-Claude, t'en penses quoi de cet exemple-là d'Alex? Je sais que dans la recherche, t'en parlais du Jean Coutu qui avait entre autres boosté ses prix puis tout ça. As-tu l'impression que c'était une opportunité à saisir? Les gens en voulaient du Purel, puis qu'est-ce que tu veux? C'est la loi de l'offre et la demande. Ou si, à un moment donné, on aurait pu se garder une petite gêne? Dans le cas de Jean Coutu, moi, je pense qu'il aurait pu se garder une petite gêne, là. Dans le cas, mettons, de Alex, je trouve pas que c'est opportuniste, c'est de saisir une opportunité. Tu sais, le sujet de opportuniste, il est venu justement parce qu'au Québec, facilement, on pointe les gens du doigt quand ils prennent des initiatives qui peuvent sembler être opportunistes. Moi, je pense qu'on est en business pour faire de l'argent. Oui, il y a le côté social, oui, mais tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est quand même d'être prospère pour pouvoir créer des emplois, pouvoir... Tu sais, moi, quand au début du COVID, j'ai eu des opportunités, puis je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est de l'opportunité ou c'est de l'opportunisme? Comme Carlo, il disait, quand c'est au détriment des gens, c'est de l'opportunisme pour moi. Fait que, tu sais, quand tu vends ta bouteille de Purel, justement, à 4 fois le prix, est-ce que c'est moral? Tu sais, c'est là, je pense que le degré, c'est au niveau de la moralité. Ouais. Ensuite de ça, je pense que les business aussi ont le choix en ce moment de prendre des décisions. J'aurais pu prendre certaines opportunités en me disant, je vais ramener plus vite du monde au travail. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs ou est-ce que c'est aligné avec la vision que j'ai pour la business? Peut-être pas nécessairement. Fait que je pense que c'est tout ça qui doit être pris en compte sur ce sujet-là. Tu vois, Marc-Claude, toi, tu dis que tu es un entrepreneur, c'est là pour l'argent. Moi, je me définis comme un entrepreneur social. Moi, ce qui m'allume le plus, c'est la cause. Mm-hmm. Oui, la liberté financière qui pourrait venir avec ça, je dis pas non à ça, mais ça m'allume pas. Tu sais, moi, c'est pas ça qui m'allume à tous les jours de regarder mon compte de banque, ou même quand ça va moins bien. Je suis d'accord avec toi que dans le fond, c'est le why qui va nous driver. Ben oui. Mais t'es d'accord avec moi que si t'en fais pas d'argent,
comment tu payes tes employés, puis comment est-ce que ta vision, tu peux la faire vivre. Ouais. Fait que dans un moment de COVID où est-ce qu'on va se te le dire, tout chie, quelle action tu vas prendre pour justement être capable de... Puis là, le mot « survivre » vient. Ouais. C'est là que je pense que quand les gens sont en mode survie, vont prendre des décisions peut-être pas toujours éthiques. Exactement. Ça fait une couple de fois que vous parlez de la peur d'être taxé d'opportuniste. Puis je veux pas y aller dans les grands clichés québécois, mais j'ai l'impression que comment ça se fait, tabarouette, qu'ici on a peur d'être, je veux dire, on a peur d'être opportuniste. Je veux dire, vous l'avez dit, tu saisis une opportunité, t'es opportuniste, puis c'est correct, non? Ici, c'est hyper négatif comme truc. En situation de pandémie, quand t'es vu pour faire de l'argent, c'est comme si, okay, mais c'est quelque chose de beau, moi je trouve au Québec. Puis je sais pas si c'est seulement québécois ou si c'est canadien aussi ou nord-américain, mais c'est comme si on se dit, ok, ben là on essaie de survivre tout le monde. Tout le monde est en réclusion. C'est pas le temps de faire de l'argent, c'est le temps d'aider. Puis moi je trouve ça bien, je trouve ça correct. En même temps, on a des entreprises à faire vivre, on a des loyers à payer, on a des gens à payer, puis on veut que ça survive, puis on veut continuer à aider le monde. Mais c'est comme si tu t'affiches aujourd'hui en disant « Non, moi, je veux faire de l'argent ». On entendait, je sais pas si vous vous souvenez, au début de la fermeture du Québec, là, à la mi-mars, il y avait certains restaurateurs, certains plus connus que d'autres, qui étaient à la télé en disant « Non, ça n'a pas de sens. Comment on va faire pour survivre? Il faut rester ouvert. » Moi, j'écoutais ça, je me disais « Mais tu vis dans quel monde, là? Il y a une pandémie. Oui, il faut faire un effort collectif pour aider. » C'est comme si, en situation de pandémie, il faut faire attention parce que si t'es là pour faire de l'argent, Colin, t'es pas à bonne place. C'est le temps d'aider. C'est le temps de garder des entreprises à flot. C'est le temps de facturer. Mais c'est pas le temps d'être trop opportuniste non plus, à mon avis. Tu parles de pandémie, et ce qui m'amène au sujet des subventions. Il y en a eu beaucoup. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Vous en connaissez aussi. Il y a des entreprises qui en ont profité. Il y a des entreprises qui en avaient peut-être pas besoin nécessairement, mais qui sont allées chercher certaines subventions. On risque tous, comme collectivité, de devoir le payer à long terme. Est-ce que c'est un opportunisme qui était acceptable selon vous? Ben, là-dessus, moi, je pense qu'il y a deux volets. Tu as les entreprises qui sont clairement illégales. Tu sais, on pense entre autres à l'entreprise Nolinor Aviation qui a défrayé les manchettes dernièrement, qui demandait à ses employés de dire, écoutez, on va repousser vos payes, collecter la PCU, puis quand ça sera passé, vous reprendrez vos salaires. Ça c'est carrément du vol. Je pense que c'est abusé. Par contre, quand on regarde les subventions salariales de 75%, ben moi, je me dis, si je prends pas la subvention salariale qui va m'aider à garder mes employés, ben je vais les mettre sur le chômage, puis il n'y a pas de nouvel argent qui est créé. Là. C'est soit que je la prends puis je les fais travailler, puis l'entreprise continue à générer des revenus pour engager d'autres gens, ou ils vont sur le chômage, puis le gouvernement les paye de toute façon. C'est une situation extraordinaire. Puis je pense que les mesures sont là pour des raisons, puis ils font un bon effet. Par contre, comme disait M. Boudreau, si les gens, l'entreprise est en faillite, puis le COVID fait qu'ils sortent de la faillite parce qu'il y a à cause des subventions, là, on passe à côté de la traque. Je vais pas te prendre dans un coin, Alex, mais j'ai une question. Si tu es en croissance, puis tu es en train d'embaucher, puis tu prends des contrats, la subvention salariale de 75%, c'est si ton comparable dans les mois précédents ou l'année d'avant, t'es pas capable de rejouer, t'es pas capable d'avoir le même chiffre d'affaires. Non, exact. C'est que là, en ce moment, quand on se qualifiait pour la subvention, mais là, tu sais, nous, on signe les contrats, mais le travail sort vraiment plus tard. Puis, quand tu regardes, en ce moment, on fait beaucoup de business, mais tout le monde a la même fameuse défaite de payer à cause du COVID. Fait que se faire payer, c'est très difficile. Fait que c'est là que la subvention salariale vient pallier. Là. Okay. Il faut se rendre compte aussi qu'on tu sais, reconnaissons-le, au Canada, faut vivre dans un pays riche en tabarouette pour avoir droit à une subvention salariale de 75% du salaire des employés. Aux États-Unis, c'est même pas ça. Pour avoir des connaissances en Italie, de la famille là-bas, ils ont reçu sweet fuck all, là. Fait que tu sais, t'as une petite entreprise, puis il y en a énormément de petites entreprises en Italie. Ils ont rien reçu. Nous, on a la chance d'avoir ça. Fait que moi, je crois qu'on a, comme entrepreneur, comme citoyen, que ce soit la prestation canadienne d'urgence ou la subvention salariale, on a le devoir de pas abuser parce que de toute façon, on va payer collectivement. Deuxièmement, c'est qu'on est juste chanceux de recevoir ça. Fait que, tu sais, les entreprises qui font des tours de passe-passe, là, pour moi, c'est pas acceptable. Il faut faire, tu sais, collectivement, on a un devoir. Puis après ça, les entrepreneurs, je suis sûr qu'ils se disent tout le temps, oui, mais si mon compétiteur le fait, ça lui donne un edge, ça lui donne un avantage financier qui peut chiffrer dans les plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il va peut-être réinvestir dans le marketing, puis après ça, venir me planter sur mon propre marché, ou qui va rembaucher peut-être mon monde avec cet argent-là. Puis c'est ça, c'est un peu comme la pêche au mort. Dès qu'il y a
un chalutier gaspésien qui part, même s'il fait tempête, ils suivent tout parce qu'ils ont toute peur de perdre la pêche du jour. Et c'est un peu ça c'est cette compétition-là qui fait peut-être que certains entrepreneurs abusent alors que faut pas faire ça. Là. On a déjà la chance d'avoir des subventions. Trudeau, il dépense sans compter depuis tout le temps. Puis là, c'est pire maintenant ou c'est mieux, je sais pas. Fait qu'il faut faire attention comme entrepreneur. Là. C'est ça, je pense qu'on est en train de s'accumuler une dette qui va être assez importante. Puis l'autre fois, j'entendais Pierre-Yves McSween dire ben, tu sais, moi, le 40 000, je vais le chercher, j'en ai pas besoin. Le 10 000 que je vais me faire au bout de 2 ans, mais je vais leur donner. Mais tu sais, moi, je vais avouer que je suis pas plus catholique que le pape. Je comprends que collectivement, ça serait vraiment bon que tout le monde leur donne ce 10 000 $-là. Mais moi, avec les pertes que j'ai accumulées, j'avoue qu'il va me donner un sacré bon coup de main pour passer à travers, exemple. T'sais. Mais c'est ça qui sert. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends que, mettons, pour lui, dans son discours, c'était que si t'en as pas vraiment besoin, ben, tu deviens un opportunisme sur la situation actuelle. Ouais. Est-ce qu'on l'est? Oui, sauf qu'en même temps, là, faut pas se leurrer, là. Ça fait des années qu'on paye des impôts qui sont des fois élevés. Je me sens pas mal d'aller chercher un prêt ou une subvention du gouvernement. C'est à ça que ça sert, nos impôts qu'on a payés. On va continuer de payer. Oui, mais Alex, je comprends, mais tu sais, non, c'est à ça que ça sert, oui, mais c'est à ça que ça sert si tu es dans le besoin. Ce que Marie-Claude dit, mais ce que Marie-Claude dit, c'est qu'il y en a certains qui sont pas dans le besoin, qui vont prendre la subvention de 40 000, qui vont se garder le 10 000 $ en plus au bout du compte. Merci, bonjour, ils sont fait 10 000 alors qu'ils n'avaient pas besoin de ça. T'sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, pour se qualifier pour ce prêt-là, c'est des entreprises qu'il fallait, au début, il fallait avoir, je pense que c'était un minimum c'était jusqu'à 1 million de masse salariale. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des entreprises qui avaient quand même une certaine taille, donc qui embauchaient certains gens. J'ose croire que ce 10 000 $-là, tu sais, puis t'as des critères, là. Le 40 000, tu peux pas le sortir en dividende puis t'acheter un bateau, là. Il fallait que ça soit appliqué sur de l'opérationnel. Fait que je pense qu'il va quand même servir. Mais oui, ça se peut qu'il y ait des gens qui s'en mettent un petit peu dans les poches, malheureusement, là. Il y a des grosses corporations, on le voit en ce moment, tu sais, qui se mettent sous la protection de la loi de la faillite. Puis dans le fond, c'est un holding qui vont sécuriser, qui vont justement ils ont des baux commerciaux qui coûtent trop cher depuis trop longtemps, qui utilisent la situation du COVID, puis qui vont passer ça dans le cruncher, puis ça passe, puis ils vont faire l'argent avec la situation. Ben oui, puis ces entreprises-là payent même pas d'impôts ici ou en partie, ils payent des impôts dans des pays comme le Luxembourg, whatever. Puis après ça, les gouvernements répondent too big to fail, on va tout faire pour pas que ce fleuron-là ferme. Mais j'ai une question pour vous deux. Est-ce que tu dirais que ça, c'est un bon... Ah oui, vas-y, Carlo. Une question pour vous deux, c'est juste pour expliquer, là. Mettons que vous possédez 200 magasins qui ont des baux un peu partout au Canada. Le vente au détail est un peu difficile, vos baux sont trop chers, la pandémie arrive. Vous avez la chance de pouvoir dire à cause de la pandémie, je restructure mes affaires, je ferme 50 ou 100 magasins pour mieux survivre après. C'est correct ou c'est pas correct? Tout à fait correct. Mais c'est ça, moi, je le ferais probablement. C'est de la business. Tu sais, je veux dire, le locataire, là, le propriétaire, il va se retourner. Tu sais, c'est une roue, là, je veux dire. Le local va être loué. Il y a des gens qui vont faire faillite à cause de ça, par exemple. Il y a certains propriétaires peut-être qui feraient faillite ou, tu sais, il peut y avoir des conséquences négatives à une OK, mais il y a combien de commerces qui ont fait faillite parce qu'ils étaient pas capables de payer leur loyer? Tu sais, je veux dire, au Carrefour Laval, les loyers sont tellement élevés, les magasins qui ferment, on voit ça à chaque semaine. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut peut-être qu'ils se rendent compte que les loyers, il y a des limites à charger. Mais en même temps, Alex, puis je reviens à ce que Carlos disait, il y a peut-être des entreprises justement qui vont profiter de la pandémie puis du COVID pour faire un reset complet. Ça va mieux paraître, etc., alors qu'ils continuent, eux, à faire des millions de profits d'un bar, mais tu as un paquet d'employés qui, à cause de ça, eux, vont prendre la porte. C'est des fournisseurs qui vont pas payer aussi, là. Ah oui, puis ça, écoute, ils ont annoncé le confinement le 15 mars, puis moi, le 17 mars, j'ai des clients qui disaient « Ah, à cause du COVID, on peut pas payer. » Je m'excuse le grand, là, mais ça a dû être budgété depuis des mois, le travail qu'on a fait. Tu sais, ça, c'est malhonnête, là. Par contre, est-ce que... C'est pas plus malhonnête que de dire à cause de la COVID, on restructure des magasins, là. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, en toute transparence, on a retardé certaines factures de certains fournisseurs, là. Je veux dire... Faudra voir si certaines entreprises trouveront chaussures à leurs pieds. Mais je pense que les gouvernements vont faire la vérification diligente. J'ai parlé trop vite, mais ouais. J'ose croire que les gouvernements, malgré tout, vont faire certaines vérifications diligentes pour s'assurer que les sous sont remis
aux bonnes entreprises, qu'il n'y a pas eu de la fraude, que c'est pas allé dans des paradis fiscaux aussi. Puis, oublie pas une chose, l'argent est donné par Revenu Canada. S'il y a quelqu'un qui peut aller fouiller dans tes poches, c'est Revenu Canada. Ouais, mais ils font ça dans les poches des petits. Les poches des gros, le gouvernement du Canada et du Québec ont de la misère à aller chercher de l'argent de l'évasion fiscale, hein, parce que ça fait plus difficile d'aller chercher de l'argent des gros. Mais à l'opposé, tu sais, j'essaie d'encourager, je vais moins au restaurant, évidemment, je commande moins aussi que je le faisais avant, mais j'essaie d'encourager les mêmes petits entrepreneurs que je connaissais dans mon coin. Puis il y en a un, entre autres, que moi, que j'adore, là, qui fait des sushis. J'ai demandé, j'ai dit, Chin, est-ce que tu es allé chercher tes subventions salariales? Il dit, non, j'ai pas besoin, j'ai pas beaucoup de salaire, tu sais, j'ai 5 000 $ de salaire par mois, moi, j'en prends pas. Puis j'ai dit, Chin, va les chercher, t'en as besoin. S'il y en a un qui vit pas sur l'or, c'est lui, là. Tu sais, je connais à peu près sa situation. Je suis comme, come on, là, va les chercher, c'est à ça que ça sert, tu sais. Je sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent qui ont cette tendance-là de dire, non, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, c'est compliqué. Non. Ça a jamais été aussi simple d'avoir ces subventions-là ou ces financements-là. Allez les chercher si vous en avez besoin. Sinon vous allez peut-être mourir, peut-être votre entreprise va faire faillite. Puis au mieux, ça va vraiment vous aider à passer au travers. Tu vas chez Sushido à Seine-Dorothée? Non, c'est pas là. Non, comment ça s'appelle? Fruiterie 440 ou Marché 440. Okay. Il y a des gens extraordinaires. Toi, tu t'imagines que tu es un animateur radio en ce moment? Là? Tu penses qu'en les pluguant dans le podcast, tu vas en avoir une douzaine gratis? Ben, allez acheter votre poulet chez Marco à la Fiamma et vos sushi shop avec Chin. C'est les meilleurs en ville. Je reviens à quelque chose d'un peu plus concret. Évidemment, il y a un paquet de personnes, je pense à Bauer, entre autres CCM, notamment des entreprises comme ça, qui ont vu l'opportunité de changer un peu leur production, donc au niveau par exemple, de faire des masques, des visières, des trucs comme ça. Ouais. Marie-Claude, je sais que tu aurais pu faire ça également, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger parfois de sauter sur une opportunité puis de faire, je vais utiliser une expression vraiment poche, défocusser le reste de ton entreprise? Ben, c'est ça, moi, au début, j'ai eu l'opportunité de le faire. Mon modèle me le permet de revendre ce type de produit-là. Fait qu'au début, tu te dis, OK, je veux le faire parce que tu veux des ventes à tout prix. Puis je me suis dit, wow, si je me mets à faire ça, je quitte la vision que j'avais pour la business, puis je vais répondre à un problème temporaire quand, dans le fond, moi, j'ai une vision long terme. Mm-hmm. Puis c'est là que j'ai fait, non, je vais me focusser sur mon projet des boîtes. Je vais vraiment servir des entreprises qui en ont besoin au Québec en ce moment. Je vais l'offrir gratuitement. Puis de cette façon-là, je vais pouvoir venir aider des entreprises. Puis de deux, je vais travailler à long terme pour la vision de ma business. Mais quand je prends, mettons, un exemple, un magnifique exemple de la Bigarade à Montréal, qui est une entreprise de literie de haut de gamme, qui s'est revirée de bord, puis s'est mis à faire des masques, puis en peu de temps, est devenu un fournisseur très reconnu dans le domaine. C'est son corps à quelque part. Elle a des couturières, elle est déjà là, elle a fait un beau produit, elle a répondu à un besoin. Puis en ce moment, est-ce que ça va devenir juste un fournisseur de masques pour les prochaines années? Puis c'est ce qu'elle va faire, je ne sais pas. Mais elle s'est vraiment revirée de bord, puis elle a répondu à un besoin. Fait qu'elle elle a vraiment saisi une opportunité pour sa business. Puis je trouve que c'était aligné avec son corps de où est-ce qu'elle veut aller à quelque part. Dire aussi, quand on regarde les entreprises qui ont moins de défis ou qui survivent plus facilement, au-delà de celles qui se sont adoptées, comme les exemples qu'on a nommés, celles qui sont plus technologiques. Ça fait des années qu'on le dit, que les gouvernements, que tout le monde le dit, il faut investir en technologie, en modernisation des entreprises, c'est quoi le 3.0 qu'on est rendu, ou je sais pas trop, là, dans 4.0 dans le manufacturier. Donc, tu sais, des robots connectés qui se parlent entre eux. Ces entreprises-là, par définition, survivent mieux à une pandémie. On le voit. Et là, ça, ce que ça veut dire pour moi, ça a été des opportunités non saisies il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là paient le coût maintenant. Mon point, c'est pas de blâmer personne. Mon point, c'est de dire, si on a un petit bilan à faire comme entrepreneur, moi, le premier, pour un paquet de choses que j'aurais dû faire que j'ai pas fait, je me dis, Carlo, sois pas niaiseux une deuxième fois. Qu'est-ce que tu peux faire plus rapidement, entre autres en évolution technologique, pour permettre de mieux répondre aux besoins sans être pris par une pandémie qui nous a affectés. Même si on est en technologie, beaucoup, on a été affectés pour plein de raisons. Utilisons notre savoir de maintenant pour saisir des opportunités maintenant pour les prochaines vagues, parce qu'il va y en avoir d'autres vagues pendant les 2 prochaines années, tant qu'il n'y aura pas un vaccin. C'est important. Tu vois, Carlo, ça, c'est une opportunité qu'on va saisir. Moi, je m'attends, puis on a des oreilles au gouvernement,
que dans les prochains mois, quand ça va se calmer, il va y avoir une grosse vague de subventions et de programmes gouvernementaux pour que les entreprises se modernisent puis numérisent leurs affaires pour justement, s'il arrive une autre vague, puis il va en arriver une autre, bien que l'impact soit moins grand. Tu sais, le télétravail, là, tout le monde parlait de ça. Ouais, c'est cool, je fais du télétravail. Mais les semaines que les gens étaient confinés, là, plusieurs entreprises se sont mis à faire des tests. Oh, faut que mon staff travaille à distance. Qu'est-ce qu'on va faire? On capote. Mais là, nous, le téléphone sonne, puis les entreprises veulent bouger. Par contre, là, c'est pas le bon moment. Les entreprises, là, ils veulent pas dépenser. C'est pas le moment, mais ça va venir. Puis ça, c'est une opportunité qu'on va saisir. Mais j'avais une question pour nous autres, ma gang de dérangeants. Le vaccin de la COVID, quand il va sortir, on le vend ou on le donne? Sans aucune hésitation, on le donne. C'est pas vrai que les gens pauvres n'auront pas le droit de survivre ou de se protéger à la COVID ou de pas aller travailler parce qu'ils sont pas protégés ou que nos enfants vont aller à l'école. Puis les enfants pauvres, eux, ils ont le risque de le pogner, mais les enfants riches le pogneront pas. C'est une question ridicule, Alex. Marie? On le donne. Tu sais, socialement, avec le type de gouvernement et le type de pays dans lequel on vit, nous, c'est une question qui se pose, à mon avis, même pas. Le défi attends. qu'on va avoir, ça va être de convaincre les gens qui sont anti-vaccins ou qui sont les mêmes qui pensent que la Terre est plate, là, de dire non, les vaccins, ça cause l'autisme. Mais là, est-ce que ta question, Alex, c'est-tu aussi pour les pays? Un instant. Ouais. Le gouvernement peut le donner à la population. Mais Carlo, tantôt, tu nous as dit que, tu sais, là, les gens s'attendent à ce que mes services soient gratuits, puis mes services pour aider les enfants. Je veux dire, le vaccin, la compagnie qui l'a fait, il y a eu des frais, il y a des gens qui ont dépensé, des gens qui ont travaillé. Il va y avoir un échange commercial en quelque part. Ça peut pas juste être, bon, ben, on a dépensé des millions pour développer le vaccin. Là, voilà, on est super contents, amusez-vous. Non, ces gens-là vont être payés, faites-en pas. Ils vont recevoir tous ceux qui vont travailler là-dessus reçoivent de l'argent puis ils vont recevoir encore plus. Mais d'un point de vue de population, il faut que ce soit donné par les gouvernements, autant pour les pays riches que pour les pays pauvres. Moi, je pense que le vaccin devrait être vendu au gouvernement, mais que les gouvernements en fassent la distribution. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est ce qui va arriver, là. Exact. Mais comme je disais, le plus gros défi, là, ça va être de combattre la stupidité puis la mauvaise information puis les théories de complot qui existent pour dire que Bill Gates investit pour se faire de l'argent. C'est de la philanthropie pour dire que les vaccins servent à contrôler le monde ou que les vaccins causent l'autisme. Ça va être des stupidités comme ça qu'il va falloir convaincre les gens de dire non, mais prenez le vaccin, faisons confiance à la science. C'est quelque chose pour protéger tout le monde, surtout les plus vulnérables, donc les grands-parents, les personnes immunosupprimées. Quand on y pense, c'est stupide, là. On est dans un retour en arrière informationnel où les gens pensent que la Terre est plate, alors que clairement la Terre est ronde. Il y a quelque chose qu'on sait, c'est bien ça. Donc, le plus grand défi, ça va être ça, à mon avis. Puis je le dis, puis je trouve ça tellement ridicule dans l'époque dans laquelle on vit. Carlo, excuse-moi, on m'indique qu'il y a Lucie Laurier au téléphone qui veut te parler. Oui, ben je retourne plus ses appels depuis Bon Cop, Bad Cop 2. Ouh, Lucie Laurier. Magnifique débat, les amis. Je vous laisse aller. Entre autres, Alex, je sais que tu as quelques employés à les débaucher chez tes concurrents. Pas de temps à perdre. Non, là, il faut que j'aille faire le souper. J'ai des enfants au bord de la porte que vous avez peut-être entendus qui commencent à avoir très, très faim. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec. On est maintenant prêt pour la question du public qui nous vient de qui? La question nous vient de Eve de Magog. Bonsoir les dérangeants. Je suis une commis comptable de formation. Dans mes temps libres, j'ai commencé à créer des articles de couture et j'aimerais peut-être éventuellement en faire une carrière. Savez-vous où je pourrais trouver une formation en ligne sur les coûts de revient pour mieux calculer la valeur réelle de chaque article? Marie-Claude, Alex ou Carlo, allez-y. Ouais, je vais y aller. Eve, comme tu es déjà commis comptable, c'est probablement des notions qui sont faciles à acquérir pour toi de façon autodidacte. Il y en a plein de formations en ligne gratuites. Moi, j'utilise beaucoup Coursera, Coursera. Il y a une tonne de formations dans plein de domaines. Donc, pour les gens qui nous écoutent, autant au niveau du marketing que du commerce international, que de la programmation, il y a beaucoup de trucs gratuits, certains trucs payants qui coûtent 60 $ pour une formation. Ça vaut vraiment la peine. Tu sais, le coût de revient, c'est pas super compliqué, là. C'est tes dépenses divisées par ta production. Ça donne un coût par item produit. C'est pas super compliqué à trouver comme information. C'est pas, même moi qui est pas comptable et qui aime pas beaucoup la comptabilité, je suis capable de gérer ça. Fait qu'il y a des formations en ligne qui vont pouvoir t'aider. Coursera.org, je pense, c'est certainement un bon point de départ pour toi. Moi, j'aimerais ajouter, Eve, que la valeur réelle d'un article, oublie pas de prendre en compte la valeur de
que les gens perçoivent. Tu sais, c'est pas parce qu'un article te coûte 2 piastres à fabriquer que nécessairement il faut que tu le vendes 3 $. Peut-être que cet article-là, pour les gens, il répond à un besoin vraiment pointu puis ça vaut 100 piastres pour eux. Fait que ça, c'est au niveau marketing, là, de regarder la valeur que les gens perçoivent de ton produit. Hey, il faut que je fasse du surf là-dessus. J'ai justement suivi une formation sur le pricing sur Coursera la semaine passée, sans blague. Et tu peux pricer ton produit par rapport au coût de revient, par rapport à son coût de production, par rapport à la valeur perçue ou par rapport au prix du marché aussi, ce que la compétition facture. Et voilà. C'est cette combinaison des trois qui sert à un bon point de départ pour bien pricer son produit, pour être sûr qu'il pénètre le marché, que tu fasses de l'argent, puis qu'en même temps, il soit bien perçu sur le marché puis que tu en vendes assez. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911. Les dérangeants! Les dérangeants. C'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai envie de dire spécial confinement. On était chacun dans nos salons respectifs. J'espère que la qualité sonore pour vous autres était quand même respectable. Alex, merci beaucoup. Merci, Pat. Marie-Claude, merci beaucoup. Et merci la gang. Carlo également. Ce fut un honneur, comme à l'accoutumée. Écoute, j'ai adoré faire un podcast avec vous pendant que je vous voyais faire à manger. C'était parfait. Dans notre prochain épisode, dans notre prochain podcast, manquez pas ça parce que je vais être très franc avec vous autres. Ça fait longtemps qu'on essaie de l'avoir avec nous autres et là, ça y est, il a accepté. On a avec nous autres Louis Morissette et j'ai comme l'impression qu'on aura beaucoup de choses à lui demander. Merci beaucoup tout le monde et on se voit prochainement. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!